Côte d'Ivoire, Burkina Faso, destin croisé, un cordon ombilical de peuple, un destin commun. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne croyait pas si bien dit quand il affirmait, je cite, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est comme une chambre et un salon. Fin de citation. Les chiffres en disent long. La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays, c'est 165 milliards de francs CFA en 2011, passé à environ 290 milliards de francs CFA en 2014. Le Burkina Faso, c'est aussi le 6e État client de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. La coopération économique et financière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est encadrée par le traité d'amitié et de coopération signé en 2009. Et depuis le 12 juillet dernier, 2017, des experts ivoiriens et burkinabés ont travaillé pour s'accorder sur un certain nombre de points soumis aux gouvernements respectifs. Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée au 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous sommes ensemble pour une bonne heure d'antenne avec mes invités. Nous allons revenir sur la genèse du traité, les accords paraphés entre les deux parties et les enjeux de ce 6e sommet. Les accords, je rappelle que le président ivoirien Alassane Ouattara a foulé le sol burkinabé. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Pour en parler, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma droite, Harouna Sawadogo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de l'association Toxin. Oui, effectivement, je suis le président du bureau exécutif, de l'association Toxin. En face de vous, nous avons Dr Moumouni Zungana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou. Exact. Et vous vous intéressez justement aux questions sociales. Ok, merci. À côté de vous, nous avons Désiré Yamego. Bonsoir. Bonsoir. Président du COPTAC, de la Convergence des peuples pour la promotion du TAC, le traité d'amitié et de coopération. Merci. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que nous allons justement nous intéresser aux acquis enregistrés du TAC depuis 2008 à 2017. Mais avant, les officiels s'accordent à dire qu'à chaque sommet, que le pari est réussi à chaque TAC. Est-ce que vous avez le sentiment que ces rencontres au haut niveau ont un impact substantiel sur les populations burkinabées et ivoiriennes? On va commencer par vous. Mais moi, je pense que ça a un impact. D'autant plus que déjà, quand je vais en arrière, il y a des personnes qui ont cogité pour qu'il y ait le TAC. Déjà, on leur dit merci d'avoir pensé à cela. Ensuite, il y a des gouvernements qui essaient de pérenniser ça. C'est déjà une bonne chose. Parce que quand, au sommet, on essaie de parler de deux pays, pour que les deux pays quand même puissent être ensemble, pour que par les deux pays, les deux peuples puissent vivre ensemble en symbiose, je crois que c'est une bonne chose. Voilà, quoi qu'on dise, peut-être on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Bien sûr qu'il y a des insuffisances, mais ensemble, je crois que c'est mieux qu'on ne corrige pas les gouvernants seulement, tout le monde, toute la population, qu'on puisse corriger quand même ce qui est insuffisant. Voilà. Alors, je vous retourne la même question. Est-ce que vous avez le sentiment que ces différentes rencontres depuis 2008 impactent véritablement sur les populations? Bon, naturellement, ces différentes rencontres impactent positivement sur la vie des Burkinabés, d'autant plus que c'est les dirigeants de ces deux pays qui se rencontrent, qui traitent des questions qui sont de nature à alléger les souffrances, les multiples tracasseries, les multiples problèmes que rencontrent les deux peuples. Et il y a des faits quand même qui sont concrets qu'on peut citer. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Quand je prends l'exemple de la fourniture du peuple burkinabé en électricité par la Côte d'Ivoire, je pense que si le truc était prévu pour 80 MW, ils sont allés jusqu'à 83 MW. Donc ça, c'est déjà un acquis. Sans même oublier qu'il y a quand même, quand on regarde l'axe Ouaga-Abidjan, on sent qu'il y a de l'amélioration. Ce n'est pas aux heures sombres où quand même le président Ouad disait que un Burkinabé en Côte d'Ivoire souffrait plus qu'un Burkinabé en France. Donc je pense que c'est déjà un acquis. Alors, donc on s'accorde. Monsieur Yamigo. Bon, effectivement, moi à mon niveau, je dirais que c'est vrai que l'accouchement est toujours difficile, mais on finit toujours par accoucher. Parce que le TAC, pour moi, c'était indispensable. Donc c'est dire que ça va. Et nous sommes notamment heureux du déroulement et des acquis du TAC jusqu'à présent, même si beaucoup de choses restent à faire. Voilà. Est-ce qu'avant justement 2008, est-ce qu'il y avait des faits par rapport pour qu'il y ait justement la création de ce TAC-là, de ce traité au sommet entre les différents gouvernements?
Oui, mais bon, Allez-y. vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, on peut dire que c'est la tête de la locomotive. Par ces deux pays, je crois il y a eu le Conseil de l'Entente. Par ces deux pays, il y a eu la CEDEAO, il y a eu l'UMOA. Et je crois que par ces deux pays encore, il y aura beaucoup de choses. Donc, comme on l'a dit, ce sont ces deux pays qui, si vraiment il y a cette symbiose, si vraiment ces deux pays s'entendent, je crois que ça va donner l'exemple aux deux pays de la sous-région, aux autres pays de la sous-région de suivre. C'est ce que je peux dire pour le moment. Est-ce que le traité avait des visées politiciennes ou politiques? Bon, selon. Bien sûr que ça avait des visées politiciennes parce que vous savez qu'avant qu'il y ait le TAC, il y avait des problèmes. Il ne faut pas qu'on tâche, il y avait des problèmes entre l'État ivoirien et l'État burkinabé. Donc jusqu'à ce qu'il y a eu l'opération Bayeri, il ne faut pas oublier cela. Et donc je pense que comme ils ont eu l'idée de créer ça, c'est pour adoucir pour adoucir le mal qu'on a fait aux choses au Burkinabé, qu'on a fait aux Ivoiriens même, et qu'on a fait aux autres nationalités sur le sol ivoirien. Mais je crois que ça a une raison d'être. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous avez le sentiment que ces différents accords, ces différentes rencontres au sommet ont amélioré les conditions de vie des Burkinabés en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, parce que auparavant, vous savez qu'on ne peut pas se promener à Abidjan comme ça. Ce n'est pas possible. On ne pouvait même pas circuler à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans la ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire aussi facilement. Voilà. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso. Justement, parce que je prends cet aspect pour véritablement illustrer ma vision. Voilà. Aujourd'hui, avec les TAC passés, avec les clauses qui ont été arrêtées, avec l'effort des gouvernants de pouvoir mettre ça en pratique, sur ce plan-là, je crois qu'il y a assez de barrages qui ont été réduits. Donc, ça permet quand même une circulation assez libre en ce qui concerne... comment on appelle que les tracasseries continuent? Oui, mais ça continue, mais je crois que le travail continue à se faire et beaucoup de choses vont véritablement s'améliorer au fur et à mesure, je pense. Voilà. Alors, je vais compléter ce qu'il a dit. Allez-y. L'association de toxins, chaque 2 ans, nous faisons ce qu'on appelle la caravane de toxins. Et nous sommes partis à Abidjan, en car, et sur la route, nous avons compté les barrages de police. Quand nous sommes arrivés, parce que quand nous voyageons, nous voyons les autorités, nous voyons la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, nous voyons aussi les associations de la société civile. Cette caravane a été menée cette année? Vous dites? La caravane a été menée cette année? Cette année, non, on dit chaque 2 ans. C'est l'année dernière, on a eu la caravane. Et quand on a dit aux autorités, on a compté le nombre de barrages, ils ont dit non, effectivement, ils ne savaient pas qu'il y avait 29 barrages. Mais ils vont réduire, mais c'est à cause de la sécurité qu'ils ont fait ça. Sinon, ce n'est pas pour nuire aux gens. Ils ont dit ça. Mais comme on l'a dit, il y a des brebis galeux dedans. On n'y peut rien, Mais je crois qu'il faut, pendant ce TAC-là, je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus. C'est comme je l'ai dit, je profite de votre micro pour lancer ce bon. Il faudrait qu'on associe tout le monde après. Maintenant, ça c'est la tête. Maintenant, il faudrait qu'on arrive au tronc, qu'on arrive au pied. C'est-à-dire qu'on associe la société civile, ceux qui s'occupent de l'intégration, qu'on associe peut-être les transporteurs, qu'on associe peut-être le CBC ou bien d'autres citoyens. Les acteurs qui sont concernés. Voilà, surtout la société civile. Il le faut pour suivre. Pour aller, peut-être qu'ils peuvent dire quelque chose. Chacun peut apporter une pierre dans ça. Ce n'est pas seulement réunir des experts et puis parler. Non, ça ne peut pas résoudre. Je crois que la société civile a des trucs à dire. Je pense que par rapport à ce point, avant de passer la parole à mon ami, c'est dire que le TAC, c'est vrai, c'est une volonté politique, mais qui vient parachever l'œuvre naturelle, la relation naturelle qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand on se réfère à l'histoire, et bien avant la naissance de ces deux États en tant qu'État moderne, lorsqu'on repart à l'époque des royaumes, on va trouver qu'il y a des royaumes qui franchissent le territoire du Burkina et qui arrivent jusqu'en Côte d'Ivoire. Ou bien je prends l'existence des confréries, je prends la confrérie des chasseurs, vous allez trouver que les chefs des chasseurs, le territoire qu'ils gouvernent s'étend du Burkina au Mali en passant par la Côte d'Ivoire. Donc naturellement, les deux peuples étaient unis.
Donc, l'État vient comme une volonté politique pour quand même canaliser les choses et essayer de faciliter les choses. Et là, je peux prendre un exemple, parce qu'il faut aller sur des faits. Quand je prends le cas du Mont Péco, n'eût été peut-être l'existence de cet acte-là, peut-être les Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire allaient être lésés. Mais quand même, on a associé les autorités burkinabés pour qu'ils puissent accompagner les autorités ivoiriennes là, pour que le cas de ce dossier-là soit géré avec beaucoup de... Justement, ce dossier de Mont Péco, mais plus en profondeur. Alors, on parlait tout à l'heure de raquettes qui était un véritable fléau. Alors, comment on résout justement cette équation en tenant compte de la menace terroriste? Parce que M. Sordo a évoqué la menace terroriste qui fait que voilà, les sécurités aussi disposent d'un certain dispositif sécuritaire assez étoffé. Moi, je pense qu'il faut savoir allier liberté des biens et des personnes avec la sécurité, avec l'aspect sécuritaire. Parce que c'est vrai, on lutte pour que les barrages soient évidemment moindres, afin que la circulation puisse être fluide, mais en même temps, il ne faudrait pas oublier l'aspect sécuritaire. Et pour moi-même, la réduction des barrages ne règle pas le problème. Ça complète, parce qu'on vit les mêmes problèmes se sont transposés aux deux différentes frontières. Parce que déjà, vous savez, à la sortie à la frontière, tu passes facilement 2 heures du temps à la frontière parce qu'on veut racketter 1000 francs à 5000 francs à des personnes qui voyagent. Non. Donc je crois qu'il faut une volonté politique réelle et les différentes clauses qui seront peut-être prises là, il faut mettre en place des cellules exécutives qui vont suivre les points par point. C'est-à-dire chaque clause doit avoir une cellule exécutive de suivi. Et à partir de là, on pourra peut-être réunir le comité de suivi conjoint là pour statuer là-dessus afin de proposer véritablement des solutions idoines. Voilà. Donc pour moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et puis sur cela, nous suggérons qu'on crée une police de police. Alors au Burkina, c'est déjà... Il y a déjà la police de police. Mais il faut créer une police de police qui va s'occuper de la libre circulation des personnes et des biens. Sur l'axe Abidjan-Ouagadougou, que ce soit sur le plan ferroviaire, que ce soit sur le plan... c'est les cars et puis le train, c'est tout. Bon, je crois qu'il faut créer une police de police pour tracter les policiers ou les agents de l'ordre qui raquettent. Il faut les punir. Quand on les punit, je crois que tant qu'on ne passe pas par ça, ça va toujours se faire. Que ce soit du côté burkinabé, que ce soit du côté ivoirien, il faut subir. Est-ce que les raquettes se manifestent à grande échelle au niveau des trains, du trafic Bon, les trains qui transportent les humains, c'est-à-dire les trains passagers. Bon, là, aujourd'hui, le nombre de passagers est un peu diminué. Hein. Les gens préfèrent emprunter les cars. Et dans les cars, effectivement, le problème de raquette est réel. Mais là, ce que je vais souligner comme, comme élément, c'est de comprendre que c'est un problème qui est général. Quand vous prenez les axes, que ce soit Ouaga Ghana, que ce soit Ouaga Bénin, que ce soit Ouaga Mali, c'est la même situation. Donc moi je pense qu'il revient à l'UEMOA de reprendre le problème après le corps. Sinon cette tracasserie-là, même à l'intérieur des pays, on le vit. Vous prenez par exemple la route Ouaga Kaya, peut-être vous allez payer. Vous prenez par exemple la route Ouaga Bobo, peut-être vous allez payer. Et d'ailleurs récemment quand on a fait, le RELAC a fait ces enquêtes, c'est la police municipale qui est au devant de la scène en matière de corruption. Donc, moi, je pense que ce problème-là, ce n'est même pas lié au TAC, mais c'est un problème qui est interne aux États. Et là, c'est à l'UEMOA de reprendre les relais pour que chaque État se montre responsable. Pour que, bon, celui qui assure la sécurité, on n'a pas dit de sortir, c'est remplir les poches. On a dit de sortir pour assurer la sécurité des voyageurs et du pays. Et à ce moment, vous allez voir que les choses vont aller. Monsieur Négo. Bon, moi, à ce niveau, je vais rejoindre le grand frère. Parce que tout simplement, il a proposé la création d'une police de police. Mais moi, je vais ajouter, avec la société civile comme observateur sur le terrain. Voilà. Je pense que c'est ce qui peut véritablement donner une solution véritable à la chose. Parce que vous allez créer tant de corps de police, ça sera presque la même. Mais vous pensez que ces corps pourraient être complices à long terme de... Non, ce n'est pas une question de complicité. Okay. Vous savez, l'homme a une nature quand même qui bouge. Voilà, qui bouge. Mais nous, en tant que société civile,
nous nous sommes constitués pour aider à la réalisation de ce que le gouvernement décide pour nous. Et donc, si nous sommes associés dans ces différentes activités, je ne pense pas qu'on va pouvoir être assez facilement corruptible. Hein. Ça sera quand même difficile parce que actuellement nous nous donnons sur le terrain, nous nous sacrifions pour que les choses se passent bien au profit de nos communautés, au profit de nos membres. Donc on ne peut pas se mettre là à aller dans le sens des racketteurs, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites concrètement Nous sommes dans la sensibilisation des Au deux. niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau du Burkina? Au niveau de la Côte d'Ivoire comme au Burkina. Je rappelle d'ailleurs que la COPTAC est née au Burkina, et qu'on appelle en Côte d'Ivoire, et j'en suis le président. Et pour répondre quand même à l'idéal du TAC, on a créé une coordination nationale au niveau du Burkina Faso, avec pour premier responsable un coordinateur national de nationalité ivoirienne, et puis voilà, qui se nomme M. Charles Tei, qui est aujourd'hui le président des ressortissants ivoiriens et de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et tout ça pour respecter quand même l'idéal, être dans la logique de l'intégration et de la solidarité. Donc je pense que à ce niveau, nous sommes en train de travailler dans la sensibilisation du côté de la population et nous avons un programme pour aller du côté des forces de l'ordre, aller du côté des autorités pour que quelque chose soit fait à ce niveau. Alors, avant de revenir, on va aller du côté de la régie pour voir et poursuivre un élément sur l'historique du TAC. C'est un élément qui est signé Samba Kassile Traoré. En prélude à la 16e conférence du sommet de traité d'amitié et de coopération, en abrégé TAC, entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il se tient à Ouagadougou depuis le 13 juillet 2017, les travaux entrant dans ce cadre. Cette coopération ne date pas d'aujourd'hui. En effet, signé en juillet 2008, en pleine crise ivoirienne, le TAC est le fruit de la prise de conscience par les deux États de la communauté de leur destin et de la nécessité d'avoir des rapports privilégiés. Une sorte de mariage de raison a été scellé par les anciens présidents Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire et Blaise Compaoré du Burkina Faso, qui entretenaient alors de la méfiance et des suspicions réciproques. Le TAC comporte à ce jour une trentaine de points de coopération. Ce traité, qui a bien fonctionné jusqu'à l'avènement de l'insurrection populaire au Burkina Faso, a été à l'origine de retrouvailles régulières entre les deux pays. Des rencontres d'experts, rencontres ministérielles et conseils des ministres conjoints chaque année avec la participation des deux chefs d'État. Ces rendez-vous ont permis de mettre en place et de consolider des projets mutuellement bénéfiques. Au-delà du couple ivoiro-burkinabé, les projets structurants du TAC constituent un tremplin pour l'essor économique et la stabilité de toute la sous-région ouest africaine. Malheureusement, depuis plus d'une année, en dehors des dossiers urgents, le TAC est en souffrance. On ne l'évoque pratiquement pas dans les discours officiels. En dehors de la coopération en matière d'électricité, l'on n'a plus sérieusement parlé du TAC. Sur le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouarakaya a pu aussi connaître son lancement. C'est surtout en raison du fait qu'il implique un partenaire privé, Bolloré, qui ne voudrait pas sacrifier ses affaires. Le coup de froid entre les deux États s'est répercuté sur le traité. De nombreux points n'ont pas été évalués et activés. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ce sont des liens sensibles qui imposent aux deux États une certaine lucidité et surtout du tact dans les moments délicats. Les deux pays sont liés par l'histoire, la géographie, la culture et l'économie. De très nombreux Burkinabés servent de main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. L'agriculture ivoirienne, notamment le café et le cacao, tient en partie son dynamisme de la forte implication des immigrés burkinabés depuis de longues années. Certains détiennent désormais la nationalité ivoirienne, alors que de nombreux mariages croisés ont fini par forger un destin commun aux deux origines. Outre l'apport de la main-d'œuvre burkinabé, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui besoin du concours du Burkina pour sa sécurité et sa stabilité. En retour, le Burkina compte sur son voisin sur le plan économique. Le port d'Abidjan est le débouché le plus naturel du Burkina sur la mer. Les infrastructures comme la voie ferrée, reliant les deux pays, les projets d'infrastructures comme celui de l'autoroute, du pipeline et autres sont conçus dans le sens de mieux asseoir les échanges économiques. Aujourd'hui, le Burkina Faso compense son déficit en électricité grâce à l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. La volonté de décrispation que les plus hautes autorités ivoiriennes entendent mettre en œuvre avec les nouvelles autorités du Burkina pourrait peut-être relancer le TAC, mais cela dépendra fortement de la gestion du tout nouvel épisode qui vient d'être ouvert dans les relations entre les deux pays. Retour sur ce plateau avec mes invités,
le tocsin, la convergence des peuples, la promotion du TAC et Dr Mouni Zungrana. On vient de suivre l'élément sur l'historique des TAC de notre reporter Samba Kassili Traoré. Mais avant, j'ai une question à vous. Pour vous, quels ont été, selon vous, les dossiers majeurs qui ont été traités lors de ces traités d'amitié et de coopération? Bon, les dossiers majeurs, on parle toujours de la route reliant Yamoussoukro Ouagadougou, et peut-être continuer sur Kaya. Et on parle aussi d'électricité, où, comme l'a dit le professeur, la Côte d'Ivoire, dans le traité, on a dit que la Côte d'Ivoire devait nous fournir 80 MW, mais la Côte d'Ivoire fait plus avec 83 MW. Je crois qu'ils veulent même aller à 100 MW. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais il faut que ça descende à la base. Vous savez que le Burkina Faso est le pays le plus cher en matière d'électricité. Bien sûr qu'il y avait des coupures. Maintenant, effectivement, Dieu merci, on ne ressent pas les coupures grâce peut-être à l'effort de TAC. Mais il faut descendre. Il faut descendre, il faudrait que la population puisse sentir. La population va sentir ça comment? Le coût de l'électricité. Il faut baisser le coût de l'électricité sur le plan domestique. C'est-à-dire que ceux qui ont des maisons, pas les usines, pas les entreprises peut-être, là-bas aussi ça doit se le sentir, pour qu'il y ait quand même des investissements. Donc il faudrait que ça descende à la base. Il faudrait que la population à la base puisse ressentir ce que le TAC, c'est sur ça seulement, le coût de la ménagère. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils ont commandé des volailles qui vont aller. Là, ça va aller. Mais si ça arrive, il faudrait que le coût aussi soit venu pour que ça rentre dans le plat des gens. Dire, ah, on achète la viande moins chère maintenant parce que nous sommes, ça vient du Burkina. Je crois que la population doit ressentir. Mais sinon, ce qu'on le dit, bon, il y a ça, mais jusqu'à présent, la population ne le ressent pas. Ok. Est-ce que, Dr Mouni? Moi, en suivant l'élément et avec ce que nous avons suivi comme j'allais dire l'évolution du TAC depuis sa signature, je pense que c'est le 29 juillet 2008, je peux voir l'évolution en temps d'ici et où je peux le prendre en 3 phases. Donc il y a le TAC de 2008, de sa signature jusqu'au départ de Blaise Compaoré en 2014, où le TAC a envoyé un engouement, une certaine relation de confiance, une certaine volonté de... Vous pensez que la fièvre a baissé? Naturellement, c'est pourquoi je reviendrai dans la deuxième phase, où il y a réellement eu un passage à vide à partir de 2014 jusqu'à 2015, au temps de la transition, où la relation de confiance s'est muée à une relation de méfiance. Vu que, bon, ceux-là qui ont peut-être créé la situation de désordre au Burkina ont trouvé, par exemple, grâce aux yeux des Ivoiriens, ce qui fait que la relation entre le Burkina était une relation, j'allais dire, entre griffes exécrable, où on ne parlait plus du TAC. Et le TAC, à partir de 2016, avec le sommet de Yamoussoukro, où c'était une nouvelle monture, une renaissance en quelque sorte. Où là, il ne s'agit plus de parler des projets, mais c'est renouer le fil du dialogue, renouer cette relation de confiance-là, pour que les gens, chaque État puisse se sentir un peu en sécurité, puisse se sentir un peu, une certaine confiance qui peut relancer les affaires. Et à partir de là, je pense que les choses sont en train de prendre. Et les éléments majeurs... Sur le volet judiciaire, il fallait justement résoudre ça de façon diplomatique, comme l'ont fait les autorités? Je pense que c'est un dossier, je pense que le Premier ministre d'ailleurs, lui-même, il n'a pas pu répondre puisqu'il a dit que non, pour le volet judiciaire, il fallait remettre ça à l'appareil judiciaire. Bon, si ce dossier, je pense qu'il faut qu'il y ait... C'est vrai, je ne suis pas pour l'impunité. Mais je pense que dans les relations des États, il faut être très très prudent. Parce que la justice pour la justice, à mon sens, ça n'a réellement pas de sens. Il faudrait voir l'avenir des deux peuples. Je n'ai pas dit d'accorder une certaine impunité à qui que ce soit, mais on doit prendre les choses avec beaucoup d'intelligence pour que les Burkinabés, qui sont plus de 5 à 6 millions en Côte d'Ivoire, ne se sentent pas lésés, que les Ivoiriens qui sont là ne se sentent pas lésés. D'un autre côté, on a au Burkina un autre mis en cause qui est toujours écroué à la maison d'arrêt, à qui on demande de libérer. Et ailleurs, les gens sont en train de s'embrasser. Vraiment, c'est un peu du flou, mais ce que nous retenons, nous voulons que la tradition qui a existé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, les relations séculaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina demeurent, parce qu'aujourd'hui,
il n'y a pas une seule famille au Burkina Faso où il n'y a pas un de leurs qui a fait la Côte d'Ivoire. Et si vous arrivez, vous prenez peut-être 80% des familles ivoiriennes, ils ont eu affaire à une fille burkinabé, soit ils l'ont épousée, soit c'était des relations simples qui ont conduit même à voilà, une passerelle qui s'est créée parce que des enfants sont nés. Donc, Ivoirien, Burkinabé, je ne pense pas qu'il y ait une différence en tant que telle. Monsieur Yamego, comment vous avez vécu ce passage à vide là, lors de la transition avec les épisodes judiciaires? Bon, justement, il faut dire que, en ce qui concerne la COPTAC, c'est ce passage à vide. Et des populations burkinabées aussi qui résident en Côte d'Ivoire. Oui, je viens. En ce qui concerne la COPTAC, ce passage à vide là, c'est ce qui a motivé la création de notre structure. Okay. Parce qu'à un moment donné, nous avons eu peur. Parce que, vu le nombre de Burkinabés en Côte d'Ivoire, vu l'intégration qu'il y a entre ces deux peuples et les biens que nous partageons, la culture qui nous lie, il n'était pas acceptable qu'on laisse cette plateforme-là mourir parce qu'on a des problèmes politiques. Donc, quand l'occasion nous a été donnée par les deux chefs d'État de reprendre le TAC, c'est-à-dire de faire revivre le TAC à ceux-là même qui l'ont créé, c'est-à-dire que le TAC doit survivre à ses créateurs, ça nous a donné un baume au cœur. Et donc, on a estimé qu'il fallait mettre une structure pour dire au gouvernement que nous sommes regardants et que nous souhaitons véritablement que ce TAC-là... Vous avez applaudi donc le règlement justement de ce volet-là? Oui, nous avons véritablement applaudi parce que nous savons que cette plateforme, si les clauses sont mises en exécution de manière sincère, ça va impacter positivement dans la vie des populations. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir, depuis 2008 jusqu'à présent, quelles sont, parmi les clauses, qu'est-ce qui a été traité qui véritablement arrange la population, à part la libre circulation des biens et autres, même l'autoroute, machin. Moi, je prends le côté des étudiants. Combien de Burkinabés aujourd'hui ont eu leur diplôme en Côte d'Ivoire et qui n'arrivent pas à retirer leur diplôme? Et ça cause des problèmes au niveau des concours. Je crois que l'année dernière, lors du TAC 5, il y a eu le ministre de l'Enseignement supérieur qui était là-bas, avec son collègue. Dans la rencontre que nous avons eue avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso, la question a été posée et le Président du Faso a demandé à son ministre de venir prendre la parole. Nous étions dans la salle et le ministre a dit qu'ils ont discuté et que le Conseil des ministres conjoint a pris en compte cet aspect et que ça va s'améliorer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des étudiants, il y a des élèves qui n'arrivent pas encore à avoir les diplômes. Justement, sur la mise en œuvre de ces accords, on va peut-être permettre à M. Sawadro de répondre sur la question du volet judiciaire. Avant peut-être de revenir sur les acquis. Est-ce qu'il y a un début de mise en œuvre de tous ces accords qui ont été paraphés? Bon, si c'est le volet judiciaire, je crois que l'ami en a parlé. Vous alignez derrière les autres? Non, je ne m'aligne pas comme ça. J'ai dit, le Premier ministre a dit que c'est à la justice. Et donc, on laisse la justice faire. Mais je dirais que le dossier en justice, sur le plan diplomatique, il faut continuer. Mais sur le plan justice, ça aussi, ça doit continuer. Ça doit continuer parce qu'on ne peut pas arracher un dossier à la justice quand la justice a déjà le dossier en main. C'est la justice qui peut dire non, vraiment c'est pas réel, ou bien on dit c'est réel, et puis peut-être il y a le pardon. Ça, le pardon, nous sommes tous des Africains. Si on reconnaît quelque chose, on peut pardonner. Voilà, moi c'est ce que je dirais dans le premier message. Parce que, par rapport au volet de la justice, personne n'est d'accord pour qu'il y ait l'impunité. Mais il faut savoir, il faut être très intelligent quand on traite un problème qui se résout à l'international. C'est très important. Il y a beaucoup de dossiers au Burkina Faso qui sont pendant là. Et l'avenir du Burkina et de la Côte d'Ivoire sont intimement liés que quand il y a un dossier de ce type-là, il faut le résoudre avec beaucoup de tact. Et d'ailleurs, beaucoup de dossiers que nos responsables chargés de ce type de volet-là, qu'ils ont montés à l'international, quand le dossier apparaît, on les démonte. Et là, ça nous amène à nous poser des questions ainsi, la compétence même, je dis bien, je pèse bien les mots, la compétence même de ceux qui sont chargés de ces dossiers. Quand un dossier du Burkina part à l'international, prenez tous les dossiers qu'on envoie à l'international, on les a démontés. Donc, il va falloir qu'on prenne du temps
pour monter avec beaucoup de sérieux. Et par rapport à ce même dossier, il y a eu entorse à la matière. Et tout le monde le décrit. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus pour trouver une solution qui sera une solution meilleure pour les deux peuples et laisser les politiciens bavarder. Les peuples sont liés. Les accusations aussi étaient graves. On parle d'atteinte à la sécurité de l'État. Je suis parfaitement d'accord que s'il y a quelqu'un qui a commis, qui a porté atteinte à la sécurité du Burkina Faso, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, que la personne réponde. Mais ça ne se fera pas à la hâte, ça ne se fera pas à la tête du client, ça ne se fera pas par amitié. Il y a des gens qui ont des inimitiés individuelles, il ne faut pas les transposer sur les choses. J'allais dire, les transposer sur la tête de l'État. Ça n'a rien à voir. Alors je repose la même question. Faut-il alors libérer Djibril Bassolé par rapport à tout ça? Le dossier de Djibril Bassolé est en instance et je pense que le milieu ne s'y est pas pour qu'on dise de libérer ou de ne pas libérer. Ce qui est sûr, c'est un dossier qui est en instance. Et il apparaît, je pense que ce qui serait mieux, c'est à la justice de répondre. Qu'est-ce qu'il lui a reproché? Nous, on ne sait pas. Nous sommes des citoyens qui se promènent, on ne sait pas ce qui se fait, c'est eux qui maîtrisent les dossiers. On ne sait pas quel est le fond. Alors pour nous, la justice est indépendante. Peut-être c'est les juges qui peuvent répondre. C'est le même reproche du Premier ministre Paul Kabatiba. Oui, la justice est indépendante, donc non, on ne peut pas s'initier là-dedans, se mixer là-dedans pour dire non qu'il y a ça et ça. Je crois que faisons confiance à notre justice. Le politique a résolu la crise entre Sorobium, entre le président de l'Assemblée nationale. Non, là c'est différent. Là c'est différent. Par rapport au cas de mon grand frère, je m'excuse, par rapport au cas de Bassolé, là où ce que je déplore personnellement, c'est le fait que le monsieur soit enfermé pendant presque 1 an. Okay. Sinon, rien à lui reprocher, qu'on le libère parce qu'il est un Burkinabé, comme tous les autres Burkinabés. Moi, ce que je regrette, c'est le fait que le dossier traîne et on ne dit rien. Okay. Sinon, par rapport à ce qu'il veut ou non, ça, nous, on n'en sait rien. On va évoluer dans le débat. Monsieur Yamego. Bon, okay. Moi, je ne suis pas un expert en justice, mais je sais que nous ne sommes pas dans la brousse. Nous sommes des hommes. On a mis en place dans nos institutions-là l'institution judiciaire. Et donc, faisons confiance à notre justice. Le dossier est en instance en ce qui concerne le cas de M. Bassolé. Et même quand je vais au-delà, il y a d'autres Burkinabés aussi qui sont dans la même situation. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a d'autres Burkinabés qui sont dans des problèmes de justice, comme tous les autres citoyens. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire entorse à la justice, il faut laisser la justice continuer. Donc, je pense la justice est indépendante. Voilà, indépendante, comme l'a dit le Premier ministre. Moi, je suis derrière ça. Faisons confiance à la justice. Ils ont le dossier, ils vont traiter le dossier, et puis après, ils vont nous soumettre ce qu'il y a. Donc, on ne peut pas dénoncer le débat. Est-ce que tous ces accords qui ont été paraphés ont déjà un début de mise en œuvre? Au niveau du chemin de fer, la partie ivoirienne est plus avancée que la partie burkinabé, voilà. Je crois que j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères qui a dit la route Ouaga, autoroute Abidjan, Yamsoukro, Ouagadougou est vraiment avancée. Je crois que les experts ont travaillé là-dessus et le dossier est là, le financement est là. Ils vont bientôt commencer en passant par Koudougou. Et ils l'ont dit. Mais comme je l'ai dit auparavant, il faudrait qu'on associe la société civile. Moi, j'ai toujours répété cela. Bon, on ne veut pas être gourmand, pas la société civile seulement. Il faut qu'on associe les syndicalistes, qu'on associe les chefs traditionnels. Presque tout le monde. Parce qu'il y a des trucs qui passent. Je prends l'exemple. Pour suivre la mise en œuvre? Non, pour suivre la mise en œuvre, puis il y a d'autres idées qui peuvent venir. Je prends le cas. On a parlé du cas du transport terrestre, où il y a les cars et puis le train. Mais il y a le transport aérien aussi. On parle de libre circulation des personnes et des biens. Mais vous voyez que quand on quitte ici pour l'Abidjan, comme on paye, il faudrait alléger tout ça pour permettre aux gens de circuler. La France a donné l'exemple où on pouvait aller en France avec 350 000, 200 000 et quelques. Et là, Abidjan a combien de kilomètres de Ouagadougou? 1150 kilomètres. À vol d'avion, c'est combien? Mais on paye 300 et quelques mille. C'est inadmissible. Et si on parle de la libre circulation des personnes et des biens, il faudrait songer à créer ensemble peut-être une compagnie ou bien avoir les deux compagnies, Air Côte d'Ivoire, Air Burkina, pour qu'ils puissent réduire les prix. Si on parle de coopération, on parle de traité d'amitié. Il faudrait qu'un Burkinabé, quand il vient en Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait pas d'obstacle d'argent comme ça. Bien sûr que les gens qui ont ces compagnies vont dire non, que c'est de l'argent. Mais non, parce qu'il y a des exemples. Il y a eu Nagan Nagani. Il y a eu une compagnie aussi
qui quittaient la Côte d'Ivoire, et pardon, excusez-moi, la France au Burkina, 94 000. Pourquoi ils font ça et puis nous, on ne peut pas le faire pour un truc surtout juste à côté. Donc il faut voir aussi les prix des billets d'avion. Moi, je dirais par exemple, excusez-moi. Je dirais par exemple qu'au niveau de la mise en œuvre des différentes clauses, ce qui concerne par exemple l'autoroute Yamoussoukro-Ouaga, nous croyons bien que Yamoussoukro, c'est-à-dire le tronçon Yamoussoukro-Tchébissou sera lancé dans les mois à venir. Voilà, c'est ce qui nous a été dit par le ministre. Ensuite, comme l'a dit aussi le ministre Barry, il a aussi dit que d'ici là, le tronçon Koudougou-Ouaga va être lancé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape des études. Donc c'est déjà quelque chose. Et donc on nous promet que d'ici janvier 2018, le coup de pioche concernant le tronçon Ouaga-Koudougou, en ce qui concerne l'autoroute, va être mis à exécution. Donc, c'est quelque chose à saluer. Bon, moi, l'électricité aussi est lancée. Oui, effectivement. Je précise concernant la question de l'énergie, la Côte d'Ivoire compte augmenter la fourniture de 90 MW en 2018. Voilà. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour cette édition spéciale 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous revenons sur ce plateau, on accueille un nouvel invité. Bonsoir, vous vous appelez Kwalaga Oumapol. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Vous êtes consultant en relations internationales. C'est bien cela. Ok. Alors, on parlait tantôt, je le disais, de questions d'énergie. La Côte d'Ivoire qui compte augmenter la fourniture en électricité de 90 MW en 2018. Est-ce qu'on peut dire que les délestages seront un souvenir amer pour les Burkinabés? Moi, je pense que ça serait un souvenir. Hein, parce que déjà, comme on l'a dit, par rapport à avant, ce n'est pas le même délestage. Bon, de temps en temps, on voit qu'effectivement, il y a un délestage, mais ce n'est pas répété comme il y a 6 mois de cela ou bien 1 an de cela. Mais je crois que 90, la Côte d'Ivoire, dans le traité, on avait dit 80 MW. La Côte d'Ivoire fournit 83 MW. Et ils veulent aller même jusqu'à, vous avez dit 90, ils veulent aller jusqu'à 100 MW même. Ils veulent aller jusqu'à 100 MW. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose parce que, mais c'est comme je l'ai dit dès le départ là, il faudrait que la population à la base ressente cela. Ressente cela comment? Il faut diminuer le peu d'électricité à la base. Sur le plan domestique, il faut diminuer le coût de l'électricité parce que vraiment c'est énorme. Un Burkinabé moyen, il fait tout pour s'en tirer, mais c'est très difficile. Okay. Je crois qu'il faut que les gens sachent que, effectivement, sur le plan électricité, ils ont un gain là-dessus. Moi, je voulais réagir par rapport à l'affirmation au propos de mon grand frère. En fait, je ne prône pas que le Burkina vive dans une autarcie où on a dit de ne pas. Non, c'est sans permis sur ça, non. Et les 83 MW qui viennent, c'est bien, c'est bon à prendre. Mais je pense qu'il est grand temps que le Burkina réfléchisse sur la question de l'énergie. Et nous avons des chercheurs. Oui, nous avons des chercheurs. Vous pouvez proposer des alternatives par rapport à cela? Ah oui, naturellement, parce qu'aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable. Nous sommes là, on est cramé par le soleil qu'on peut exploiter. Et aujourd'hui, je suis sûr que si le soleil a brillé en Occident ou bien en Chine, ils allaient trouver une solution alternative. Nous avons des chercheurs, il faut aller dans les laboratoires, trouver une solution. L'interconnexion avec les États, c'est bien. Mais pour moi... Ça nous rend dépendants de la Côte d'Ivoire. On a vu avec la crise ivoirienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai qu'il y a une relation, j'allais dire, naturelle qui lie les deux peuples. Mais on n'est pas toujours à l'abri des humains, des politiciens. Un jour viendra peut-être qu'un président suffisamment, j'allais dire, griffe fou, comme un certain président qui ne citerait pas de nom. Et la situation va reprendre et encore, on est dépendant. Lorsque tu dors, si la natte d'autrui, tu dors à terre. Il est grand temps qu'on réfléchisse pour trouver des énergies renouvelables. Justement, ce traité d'amitié et de coopération, on voudrait que les deux peuples dorment sur une même natte. C'est ça justement.
que les deux peuples dorment sur le même natte. La natte appartiendra à qui? Justement, je reviens là-dessus. Il faudrait qu'avec le temps, que, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qu'ils puissent mettre un président qui va, comme le cas de la CEDEAO, il y a eu un président de l'année. Il faudrait qu'il y ait un président de l'année, que cette année, que ce soit Alassane Ouattara qui soit le président de l'année des deux pays, et l'année qui suit, que ce soit... Ah oui, mais c'est à long terme, mais il faut oser. Monsieur Paul, vous venez de nous rejoindre sur le plateau. Vous, en tant que consultant en relations internationales, qu'est-ce qui a véritablement changé depuis la création de ce TAC pour les deux populations, pour les deux peuples? Non, je pense que beaucoup de choses ont véritablement changé. Il faut être, je vais dire avec du recul et très froidement, si on regarde un peu ce qui s'est passé depuis 2008, je ne nous apprends rien. Vous savez que, en fait, comme l'histoire de la France et de l'Allemagne, c'est suite au conflit, effectivement, que ces chefs d'État, à l'époque, ont eu de la vision et de la clairvoyance. Je pense que c'était très bien pensé d'avoir cet outil-là et cette plateforme pour pouvoir amorcer et formaliser, justement, ce qui existait de façon naturelle entre ces deux États. Alors, je vais dire déjà, là, en termes de changement au niveau institutionnel, il faut dire qu'au niveau de la politique même déjà, cela a permis de rapprocher, quoi qu'on dise, ces deux États. C'est vrai qu'il y a eu quand même, pendant la transition, quelques bisbilles, c'est vrai. Mais vous avez compris que depuis 2015, les rencontres se sont multipliées. Et même que dans le préambule de ce traité d'amitié et de coopération, en termes de projection, on est même allé à envisager à ce que, sur le plan diplomatique, que les deux États puissent, dans une certaine mesure, se substituer quand les uns et les autres ne sont pas représentés dans le pays. Donc, vous voyez peut-être que nous ne sommes qu'au début, mais ce qui nous montre déjà aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, nous donne beaucoup d'espoir. On est assez optimiste. Maintenant, au niveau des populations, pour revenir à votre question, vous voyez que peut-être que la perception n'est peut-être pas ce qu'on a envie de voir aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même une certaine opinion qui n'a pas très confiance et qui ne croit pas à ce traité. Mais justement, quand on a... Justement, est-ce que vous pensez que les populations ont le sentiment d'être pris en compte dans ces traités? Absolument, je pense que le politique travaille à tracer le cadre. Tout ce qui est en train de se faire au niveau institutionnel, c'est pour le bénéfice des populations. Mais si ce n'est pas bien cadré, si au niveau politique les choses ne sont pas bien ordonnancées, c'est clair que ce qui va être entrepris après, les projets qui vont venir ne vont pas être des projets durables. Si on veut faire dans la durabilité, il est clair qu'il faut que le cadre institutionnel, politique soit bien balisé afin que les populations, après, puissent ressentir véritablement. C'est vrai qu'on est un peu impatient. C'est clair que nous sommes en train de mettre des projets structurants. Et ces projets structurants-là, c'est clair. Je crois que c'est dans les mois à venir. Quand on parle d'autoroute, quand on parle de chemin de fer, et quand on parle de comment on appelle, pour faciliter, de pipeline, vous voyez que c'est ça, en fait, qui est l'objet du développement. Et on ne peut pas faire de développement si on n'a pas ces grandes infrastructures-là. Et je crois que commencer par ces projets prioritaires, c'est une clairvoyance qu'il faut saluer. Et les populations, c'est sûr qu'elles sont impatientes, mais dans les années à venir, je crois que les résultats vont être plus ou moins palpables et très probants. Oui, effectivement, moi je pense qu'au niveau des populations, il ne faudrait pas que les populations attendent les gouvernants. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en place la convergence des peuples pour la promotion du traité d'amitié et de coopération. On ne va pas seulement promouvoir ce traité d'amitié et de coopération, mais on va faire des propositions. On va aller sur le terrain, faire des études, faire remonter afin que, au fur et à mesure, les choses puissent s'améliorer dans leur exécution. Donc, il ne faudrait pas que les peuples attendent. Je crois que quand il y a une bonne idée pour accompagner le traité d'amitié et de coopération, pour faciliter l'exécution des clauses sur le terrain, il faut accompagner. Il faut même s'approcher des autorités pour leur donner une certaine orientation, à travers peut-être des conférences, à travers des forums, des séminaires. Je crois que si on aborde dans ce sens, vous allez voir que le TAC 2018, ils vont prendre en compte les peuples, les populations, parce qu'ils sauront que les populations sont regardantes de tout ce qu'ils sont en train de faire, puisque les décisions, l'objectif premier, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Ce n'est pas pour eux-mêmes. Voilà, moi je pense. Alors, vous avez parlé d'accompagner, d'être accompagné justement par... que la société civile puisse accompagner le traité d'amitié et de coopération. Vous, au niveau de la COPTAC, vous avez reçu la bénédiction des autorités, des deux gouvernements? Oui, parce que, comme je l'ai dit,
c'est lors du TAC dernier que nous sommes arrivés sur la plateforme. Mais nous nous sommes fait violence pour véritablement se faire voir à travers certaines actions de sensibilisation, des déclarations, des conférences de presse au sujet des accords qui sont décidés et qui ne sont pas appliqués. Et nous partons même sur le terrain pour voir les acteurs, c'est-à-dire les forces de l'ordre et autres. On essaie de nous entretenir avec eux en présentant nos cartes pour qu'ils sachent que nous sommes de la société civile et bon, on essaie de suivre l'application des accords. C'est un bon exemple. Au niveau du tocsin, nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé de signer des accords de partenariat avec quelques sociétés civiles de la Côte d'Ivoire pour nous aider je sais quoi dire, nous aider à alléger, à mener des actions. Par exemple, si quelque chose se passe, je prends, puisqu'on va aller sur le cas de Montpeco, comme vous l'avez dit, on va revenir à cela. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, si le tocsin ne peut pas se déplacer rapidement, on appelle nos partenaires, ils essaient de régler et ça se place. Je crois que ça fait partie aussi du traité d'action de coopération. Sur la question du Montpeco, je crois que depuis... Peut-être je voudrais intervenir avant la question sur le Montpeco. C'est vrai que les initiatives, les intentions de la société civile, normalement, sont très louables. Elles doivent être impliquées. Mais moi, ce que je voudrais plutôt aussi dire, c'est que il faut que la société civile aussi s'outille. Parce que vous savez, ici, il y a la sensibilisation, c'est vrai, l'information, mais aussi qu'il faut avoir des capacités. Des capacités pour pouvoir bien lire, parce qu'il y a un certain nombre de projets. Et donc, par rapport à ces projets, si on veut que les États, parce que les États jouent leur rôle, sont en train au niveau institutionnel, comme je l'ai dit, au niveau politique, en train de mettre un certain nombre d'outils. Maintenant, ça revient à la société civile de pouvoir avoir les capacités, de pouvoir avoir les expertises nécessaires pour bien lire ces projets, pouvoir donner, à la limite, en termes de recommandations ou en termes d'évaluation et de suivi, de pouvoir porter des regards critiques. De sorte que les gouvernements soient interpellés, soit en amont, soit en aval, sur l'application de... Sinon, c'est vrai, si on doit faire la promotion, on doit sensibiliser. Bon, vous savez, les États sont habitués. Ça devient quelque chose de très récurrent. C'est toujours le même langage, le même refrain. Mais si on passe à une autre étape, dans l'appropriation de l'outil dans son ensemble, avoir des expertises nécessaires, je pense qu'en ce moment, on aiderait en plus les populations. Je pense que si l'un dans l'autre, quand vous écoutez la population, personne ne rejette les TAC. Tout le monde loue l'esprit, l'idée, tout. Mais c'est si on fait le résumé, les TAC signés en 2008 à aujourd'hui, où le TAC comportait près de 30 points, quels sont les points qui ont été réalisés? C'est ça la grande question. Justement. Même les chemins de fer, ils ont dit la Côte d'Ivoire a un peu démarré. Le Burkina fait quoi? C'est ça la réalité. Et moi, je pense qu'il revient à chaque État de travailler. Il ne faut pas attendre trop d'un autre État. C'est vrai, il y a une relation commune. Mais il faut que le travail de fond là, se fasse d'abord à la base. Que les Burkinabés ne pensent pas que les dollars viendraient de la Côte d'Ivoire. Il faut que le travail là soit commun, que les Burkinabés là commencent à travailler ici d'abord. Et une fois que tu as ta chèvre, que tu as bien gardée, les gens veulent l'acheter. C'est tout. Okay. Moi, je pense que les Burkinabés travaillent. Moi, je pense que les Burkinabés travaillent. Parce que vous voyez qu'il y a eu une année quand même sabbatique où il y a eu l'insurrection. Vous avez dit qu'est-ce que le Burkina a fait? Il y a eu l'insurrection, donc on ne s'est pas occupé de ce projet de route, ni de choses. Mais le ministre est sorti, il a dit que dans 6 mois, nous allons commencer. Puisque déjà, tous les dossiers sont prêts, sont faits prêts. Moi, je crois que, non, comme on l'a dit, je prends un exemple. Critiquent les TAC. Oui. C'est qu'ils attendent de la Côte d'Ivoire qui ne vient pas. C'est ça les critiques. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout ne doit pas venir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut être clair. La Côte d'Ivoire est en train de faire sa part pour ce qui concerne le territoire ivoirien. Notre ministre a dit que la part du Burkina Faso va démarrer très bientôt. Donc on n'attend rien de la Côte d'Ivoire pour ces vivants. C'est vrai que Dr Mouniz a posé la question. Depuis 2008, est-ce qu'il y a des accords qui ont déjà été mis en œuvre, des points d'accord qui ont été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui? Parce que des 30, on est à 13, on était à 13 en 2014. On ne peut pas tout faire. Je crois qu'il y a eu quelques points. Moi, je prends le domaine de l'électricité. Ça, c'est visible. On parlait de la fourniture, la fourniture d'électricité, c'est visible. Ça a augmenté.
C'était comme c'était 60 mégawatts. Nous sommes à 83. C'est déjà quelque chose. Bon, si ce point, voilà. si ce point, avant de passer la parole à mon frère, en dehors de la fourniture en électricité, moi je ne vois pas un point formel sur les 30 là, qui, c'est vrai, il y a des débuts, mais achevé, je ne vois pas. Okay. C'est le chemin de fer et l'autoroute qui semblent. Et le reste là, c'est quand on a invité la Côte d'Ivoire là, comme pays invité, ils ont donné 50 millions pour le FESPACO. Le reste, c'est resté des intentions pour le moment. Moi, je trouve que l'intention est louable, mais pour le moment, il n'y a pas d'action. Il y a eu beaucoup de... Monsieur Savado, il y a eu beaucoup de mises en œuvre. On ne va pas en revenir là-dessus. Il y a la conférence au sommet. Le climat des affaires, du renforcement des échanges commerciaux, la facilitation du droit d'établissement, il y a beaucoup de points sur lesquels on a au moins connu un niveau satisfaisant d'exécution. Une fois de plus, pour ne pas vous interrompre, je pense que la société civile, peut-être dans ce sens-là aussi, doit travailler informé. Je crois qu'en mars dernier, à Bobo-Dioulasso, s'est tenue une réunion d'évaluation. Mais peut-être que c'est passé dans l'actualité de façon inaperçue, c'est aux acteurs de la société civile de s'approprier et d'informer les populations pour que les populations soient informées, on ne va pas dire au jour le jour, mais soient plus ou moins imprégnées de ce qui s'est fait sur le terrain et de ce qui a été fait jusqu'à présent. Maintenant, il se trouve que, effectivement, dans ces projets, il y a des projets prioritaires. Et en général, ce sont ces projets-là qui sont révélés, ce sont ces projets qui sont médiatisés. Mais au niveau sectoriel, il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises. Et ces actions, peut-être, ne sont pas forcément médiatisées. Au niveau de la recherche, par exemple, c'est qu'il y a des échanges. Je crois qu'au niveau de la culture, il y a eu pas mal de choses qui ont été entreprises. Et au niveau de d'autres secteurs d'activité, hein, je ne vais peut-être pas énumérer tous ces secteurs ici, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà. Au niveau de la facilitation du commerce, je crois que au niveau des corridors, je crois que les choses ont quand même évolué. Donc, autant de choses pour dire que c'est tout un processus. C'est vrai qu'une fois de plus, au risque de me répéter, nous sommes peut-être impatients, mais bon, pour faire une œuvre durable, il faut... On va revenir sur la situation du Mont... C'est quelque chose. On va revenir sur la situation des Burkinabés du Mont Péco. C'est vrai que depuis l'année dernière, progressivement, les populations ont commencé à quitter justement cette forêt classée qui était occupée à 90% par les Burkinabés. Est-ce que cette situation a été bien gérée par les deux États? Ben, moi, je pense que bien géré, oui, j'allais dire bien géré parce que c'est une situation très complexe. C'est un dossier très sensible qui ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois que c'est l'esprit du TAC qui a guidé justement à trouver plus ou moins des solutions que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Il est clair qu'aujourd'hui, peut-être que c'est un sujet qui peut fâcher à la limite parce que, quoi qu'on dise, le Mont Péco, c'est un patrimoine aujourd'hui international, c'est une forêt classée. Nos compatriotes se sont retrouvés là-bas, peut-être par ignorance. Et ils ont profité peut-être d'une situation qui n'était peut-être pas reluisante à l'époque pour la Côte d'Ivoire, une situation de crise, ils se sont installés. Il y a eu pas mal de situations malencontreuses, mais les deux étant en toute responsabilité, et les experts, et au niveau du sommet, ont essayé de gérer. Mais comme je l'ai dit, c'est un processus. Il y a aujourd'hui, je crois, au moment où nous parlons, peut-être que les problèmes ne sont pas réglés entièrement, mais il y a il faut indemniser ceux qui vont être déguerpis, mais de façon à ce que les choses soient amorties pour qu'on ne ressente pas véritablement, parce que bon, il y a une dimension humanitaire aussi qui s'intègre à la question. La dimension humanitaire. Désiré Yamigo, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, comment vous suivez ce dossier-là? Nous suivons ce dossier avec beaucoup d'intérêt, parce que nous y sommes. C'est la chance que nous avons d'ailleurs. Et il faut dire que moi je demande aux gens d'être indulgents et puis de comprendre le contexte dans lequel les Burkinabés se sont installés dans cette forêt-là. Les Burkinabés ne sont pas quittés au Burkina pour aller s'installer directement là-bas. Il y a eu des facilitations. Et ces facilitations ont été accordées par des Ivoiriens qui disent que non, ça c'est la terre de mon grand-père, c'est la terre de ceci, je te donne cette portion. Et ainsi de suite, ils ont eu des amis, des frères burkinabés, avec la bénédiction des Ivoiriens, qui se sont aussi mis à la vente des parcelles et des terrains. Donc, les gens ont été trompés, parce qu'il y avait une situation exceptionnelle. Maintenant que la situation est résolue, est revenue à la normale,
le TAC 5 a traité le sujet. Ok. Et les deux gouvernements ont dit qu'il faut aller d'abord à la sensibilisation, faire comprendre à tous ceux qui sont sur ce territoire qu'il y a une propriété internationale, de très rapidement. Voilà, Alors, est-ce que ces populations qui ont été déguerpies arrivent à s'intégrer dans les villages environnants? oui, mais vous savez, il y a des Burkinabés qui avaient des plantations ailleurs, par exemple, des populations qui avaient des plantations ailleurs, parce que ce n'est pas des Burkinabés seuls en passant. Il y a des Maliens, il y a tout le monde. Voilà. Donc, ils avaient des plantations ailleurs, et ils sont venus encore acheter d'autres portions. Donc, du coup, ils ont compris qu'ils étaient dans la faute, par ignorance. Il y a d'autres qui ont regagné leur plantation. Il y a d'autres qui essaient un tant soit peu de s'intégrer dans diverses activités. Mais il faut dire aussi que cette situation ne peut pas être réglée sans des conséquences. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Ok. Voilà. Oui, allez-y. Moi, j'ai lu un roman de Venance Kona, qui est le directeur journaliste et directeur de Fata du Matin, où il parlait le titre, c'est Les Catapillars. Ouais. Les Catapillars, c'est qui? En fait, c'est les Burkinabés, parce qu'ils sont travailleurs. Dans ce livre, il a dit qu'ils avaient une forêt, ils ont mis des Burkinabés, le temps de faire 5 pas en arrière, ils avaient tout défriché. Ils ont tout nettoyé, comme des catapillars. Vous voyez? Donc, le cas du Mont Peko, vous savez comme il a dit, c'était pendant la guerre. Il y avait le cas de Ouermini. Ouermini, je ne sais pas si vous... voilà. Amadé Ouermini, là-bas, protégeait les gens, pas uniquement que les Burkinabés, que toutes c'est-à-dire les gens de la CEDEAO, même des Ivoiriens, ont été protégés dans ce domaine. Donc, personne ne pouvait les atteindre. Et au fur du temps, ils ont profité, ils ont fait des plantations, café, cacao, et puis c'était fertile. Ça a beaucoup marché. Maintenant, on leur dit de quitter. Alors que, comme l'a dit le frère Yamego, dedans, il y a des Ivoiriens qui ont financé pour qu'on puisse faire des plantations de cacao. Et quand on leur dit de quitter, même s'ils veulent quitter, c'est dire non, non, on va régler ce problème va être réglé. Voilà pourquoi ça met du temps. Je te dis, c'est des propriétaires terrains qui disent non, vous restez, vous travaillez, nous sommes en train de régler ce problème en haut. Au fur et à mesure, ça a pris du temps, ça a pris du temps. Donc souvent, on accuse pour rien souvent les Burkinabés, alors qu'il y a des Ivoiriens qui étaient à la base de cela. Nous avons fait une émission ici sur le même Mont Peko. Nous avons dit qu'il faut associer la société civile pour l'histoire de Mont Peko. Il y a eu des experts burkinabés avec des experts ivoiriens qui sont partis travailler au cours de Mont Peko sans la société civile ni ivoirienne ni burkinabé. Nous avons travaillé avec la société civile ivoirienne qui s'occupait des trucs de Mont Peko. Voilà pourquoi nous essayons d'adoucir la souffrance de ces burkinabés au niveau du Mont Peko. Mais je crois que au fur et à mesure, il ne faut pas quitter. Sur le plan, nous avons dit qu'il ne faudrait pas qu'on les traite comme des animaux, que sur le plan humain, il faudrait qu'on fasse tout doucement pour qu'ils puissent quitter. Moi, je pense que par rapport à cette situation, c'est une question, j'allais dire, du foncier. Et la question du foncier pose réellement problème dans tous les États. Donc, quand vous prenez le cas du Burkina, la gestion même des lotissements, ça pose problème. Des étrangers qui sont installés sur, j'allais dire, des terres, des aires protégées, ça pose problème. Et c'est à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est au Burkinabé, c'est à l'État burkinabé d'utiliser beaucoup de stratégies pour s'entendre avec les autorités ivoiriennes pour que le problème puisse trouver une solution amiable. Et d'ailleurs, là, je salue l'esprit du TAC, où quand même les Ivoiriens ont quand même accepté que les Burkinabés soient associés dans la gestion de ce dossier-là. Et c'est vrai que tout n'est pas rose, mais quand même ça a permis d'amoindrir encore les difficultés. Sinon, on a les Est-ce qu'il y a des Burkinabés qui ont manifesté le besoin de rentrer au Bécaye? Et dans ce cas de figure, comment les autorités burkinabées doivent s'y prendre? Si je m'appuie sur l'intervention du ministre des Affaires étrangères ce matin, qui dit qu'il y a des Burkinabés qui ont quitté, mais le problème, ils sont aux alentours, dans les villages environnants. Ils ont besoin de sites pour s'installer. Donc ce problème-là doit être résolu. Et ceux qui ont été spoliés, puisqu'il y a des gens qui ont été spoliés parce que on les a flattés, on a vendu des terrains où on sait qu'on ne devait pas les occuper. Bon, si on peut travailler à les indemniser, ça va être quelque chose de positif. Je pense que la question de l'indemnisation est à l'ordre du jour. Alors, on va évoluer dans le débat. Les perspectives justement de ce 6e sommet traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais je pense qu'en termes de perspective, il faut envisager que ce qui a été déjà
posé comme jalon puisse se consolider. Et que résolument que la vision déclinée dès le départ soit bien cernée par l'institutionnel, par les deux États à leur niveau, et qu'on puisse de plus en plus harmoniser les angles, et qu'on aille, comme on l'a dit ici et ailleurs, qu'on puisse survivre par rapport aux individus. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont pensé le TAC ne sont pas là, mais le projet est suivi. Donc, c'est une très bonne plateforme. Et je crois qu'il faut aussi le dire que cette plateforme s'inscrit dans un projet communautaire. En réalité, l'objectif stratégique, c'est d'aller vers l'intégration régionale et sous-régionale. Et donc, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire étant, si vous voulez, les locomotives de cette intégration régionale. Et j'allais revenir un peu peut-être en arrière, parce qu'à un moment donné, le docteur évoquait la question de travailler, c'est vrai, en interne. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'on a des questions à résoudre au niveau interne, mais on est de plus en plus, il faut envisager travailler avec les autres États. Ça, c'est des choses qui s'imposent et toute la communauté internationale l'a compris. Un certain nombre de dossiers ne peuvent pas se gérer uniquement au niveau des États. Si nous prenons que le simple exemple au niveau de la sécurité, vous ne pouvez pas travailler seul. Et donc, je crois qu'en termes de perspective, c'est là au niveau de l'institutionnel. Maintenant, les populations, effectivement, devraient être associées. Quand on dit associées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun doit prendre sa part dans cette plateforme-là. C'est-à-dire que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit ceux qui sont des populations à la base par rapport à des mini-projets, parce qu'on en parlait aussi d'un fonds commun, voilà, pour les jeunes et les femmes. Et je crois qu'à partir de ce projet, ça va propulser et ça va donner un coup d'accélérateur au brassage entre ces deux peuples-là à travers la jeunesse, quand on sait que la jeunesse aujourd'hui, c'est le capital humain le plus important pour ces deux États. Monsieur Koualaga, avant de passer la parole à l'un des invités, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un moment de flottement justement par rapport à ce TAC comme en 2015 lors de la transition? Non, c'est vrai que dans la vie des États, c'est pas fait d'un fleuve toujours doux. C'est-à-dire que la vie des États est souvent rythmée, souvent de paix, mais aussi de conflits. Et justement, quand on a un instrument ou une plateforme pareille, ça nous permet, ou ça permet aux États de très rapidement, comme des dossiers qu'on connaît, je ne vais pas revenir là-dessus, de les juguler très rapidement. Donc, il ne faut pas exclure qu'il n'y ait pas de crise ou qu'il y ait de conflits entre ces deux États. Ça, c'est inhérent à la vie des hommes, c'est inhérent également à la vie des États. Mais si on travaille solidement sur cet instrument-là, je suis très optimiste que même si des problèmes survenaient, on pourra très rapidement trouver des parades pour pouvoir éviter qu'on puisse aller à l'affrontement. Alors, monsieur Amigo. Bon, moi je dirais une chose très importante qu'on n'a pas parlé. Okay. Je suis très fier du TAC parce que tout simplement, elle est en train d'être consolidée par tous les différents compartiments de l'exécutif et de la société civile. Je salue la création du groupe d'amitié Burkina-Côte d'Ivoire au niveau de l'Assemblée nationale, présidé par l'honorable Thibaut Tapsabadi Nemnawa. Et moi, je dis que pour que cette plateforme soit puissante, forte, il faudrait véritablement qu'au niveau des députés ivoiriens et burkinabés, ils puissent très rapidement s'accommoder pour voir quelles sont les lois. Vous êtes d'associer le législatif. Justement, pour voir quelles sont les lois qu'ils peuvent proposer, par exemple, pour faciliter l'application de certaines clauses. C'est très important. Okay. Et moi, je pense peut-être qu'avant que l'exécutif va se prononcer à travers cette grande messe, le Conseil des ministres conjoints et autres, il faut que les députés puissent s'asseoir peut-être 1 mois avant, 2 mois avant, pour épiloguer sur certains détails et puis les proposer à l'exécutif. C'est important. Parce qu'on dit que c'est les députés qui portent la voix des peuples. Donc il faut qu'ils rentrent en action. Voilà. Alors, ok, c'est pris en compte. Monsieur, donc, je pense que je reste dans la théorie des évolutionnistes, c'est quelque chose qui est important pour un peuple, savoir survivre. Mais ce que je retiens, il faut être prudent avec les politiciens, même si on ne peut pas s'en passer. Okay.
C'est pourquoi je souscris à la proposition de mon grand frère. Il faudrait impliquer la société civile et qui serait le relais, en tout cas, de la volonté du peuple. Et si on a des projets qui sont portés à bout de bras par le peuple, naturellement, cet acte-là va survivre. Mais si on reste dans les débats de politiciens, bon, un petit dossier comme ce qu'on avait signalé tantôt là peut venir et puis bon, on remet le tout à plat. Parce que 2014 était un exemple où le Burkina et la Côte d'Ivoire ne semblaient pas vouloir se sentir. Alors que non, le destin d'un peuple ne doit pas être lié au destin d'un individu. Ça au moins c'est clair. Moi je pense que ici, et je profite de réagir par rapport à l'appel que j'ai lancé au Burkinabé de travail. Je n'ai jamais demandé au Burkinabé de travailler en vase clos. Mais j'ai dit, ne croyez pas que cet acte-là, c'est la solution au problème des Burkinabés. Il faudrait que les Burkinabés, nous sommes dans une relation gagnant-gagnant, il faut présenter quelque chose d'acceptable aux autres pour qu'on vous accepte. Vous avez l'impression que le Burkina tend la cellule. Mais quand on parle du chemin de fer, mais on dirait qu'il faut écouter la ville. Quand on parle de l'autoroute, il faut écouter la ville. Quand on parle de l'électricité, il faut écouter la ville. Peut-être que c'est une mauvaise perception c'est clair, de la chose. Voilà. Non, je pense que c'est peut-être une mauvaise perception et que certainement les choses ne sont pas bien expliquées. Vous savez, aujourd'hui, on a des infrastructures stratégiques. Et ça, je pense que c'est une chance exceptionnelle qu'on ait, par exemple, le chemin de fer, même si à l'époque, ça avait été utilisé pour d'autres choses, et qu'on ait le chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou. Vous savez, aujourd'hui, en termes de commerce, ce que cela peut représenter pour les deux États. Aujourd'hui, l'autoroute, vous imaginez ce que cela peut booster. Et il est même dit que l'objectif aujourd'hui, avec le chemin de fer, c'est de faire en sorte qu'on ait entre Ouagadougou et Abidjan 20 heures. Et vous imaginez si on arrive effectivement à réaliser et à concrétiser cela, quel impact cela peut avoir au niveau des populations, mais également au niveau de l'activité économique. Et tout ça, quelque part, je pense qu'on gagnerait à expliquer. Les populations, c'est tout à fait normal et légitime qu'elles aujourd'hui soient plus ou moins réticentes parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'aspect institutionnel qui est peut-être mis en relief. Maintenant, je pense qu'avec le temps, les choses vont s'expliquer et les populations, je suis très optimiste qu'elles vont adhérer. Voilà. Je voudrais donner un exemple sur ce qu'on a dit. Très rapidement, je parle du Cameroun, je parle du Gabon, et puis il y a le Cameroun, il y a le Gabon et puis la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale était un pays qui n'avait absolument rien. Et ils étaient maltraités au niveau du Cameroun, au niveau du Gabon. Et brusquement, ils ont eu une richesse, ils sont devenus très riches, et ils ont commencé à refouler maintenant les Camerounais et puis les Gabonais. Ouais. Ben, c'est pour dire que quand vous avez le Burkina Faso là, sur le plan alimentaire, il y a la viande qui va aller. Donc le Burkina fait quelque chose aussi. Mais je vous dis que, alors j'ai l'habitude de plaisanter avec quelqu'un, j'ai dit mais entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, quand la mer va pousser les Ivoiriens, mais ils vont venir habiter en chose, parce que c'était un même pays. C'était un même pays, nous étions tous des Ivoiriens, il y avait la Haute Côte d'Ivoire, la Basse Côte d'Ivoire. Et on avait tous la même nationalité dans l'histoire. Vous êtes docteur, je ne vais pas vous apprendre ça. Et après, maintenant, il y a eu cette séparation. Il y a eu une séparation. Et cette séparation que nous voulons vraiment effacer pour que ça devienne un même pays. Voilà pourquoi, dès le départ, j'ai dit, moi, j'aurais souhaité, et je sais que ça va se faire, qu'avec le temps, qu'un pays, par exemple, le président du Burkina Faso, soit le président de l'année des deux pays. Et ensuite, c'est le président de la Côte d'Ivoire qui sera le président de l'année. Et que, par exemple, les journalistes du Burkina Faso, pourquoi moi, ça serait un honneur pour moi que des journalistes du Burkina Faso aillent présenter le journal télévisé en Côte d'Ivoire, comme ceux des Ivoiriens viennent présenter le journal télévisé, et sur le plan culturel, sur le plan sportif, que ça s'améliore. Je crois qu'ils ont défini les grands axes, et on souhaite que ça puisse aller dans les petites taxes. Tout le monde est d'accord sur cet aspect-là. Voilà. Mais j'ai dit, il faut travailler sur que ce ne soit pas un développement déséquilibré. C'est ça mon problème. Il faut que les Burkinabés travaillent pour atteindre à peu près, je ne sais pas dire le niveau de la Côte parce qu'on n'a pas les mêmes richesses, mais il ne faut pas attendre tout de l'extérieur. Quand on a parlé par exemple de l'interconnexion là, mais moi j'ai fait les provinces. C'est là qui ont eu la chance de prendre la ligne là, où l'interconnexion est intéressée. Quand il y a des coupures, ils disent quoi. Avant l'interconnexion était mieux. C'est pourquoi moi je pense que
ne prenez pas la voie de la Côte d'Ivoire comme étant la solution définitive. C'est ce que je voulais dire. Nous avons une richesse. Nous avons les hommes qui travaillent. C'est une richesse. Ça, c'est une richesse. D'accord. Désolé, nous sommes malheureusement pris, nous sommes pris par le temps. Je rappelle que le tableau n'est pas tout en noir. Il y a beaucoup d'acquis, justement au niveau de l'électricité. Voilà, je rappelle les invités qui étaient sur ce plateau. Je vais commencer par ma droite. Aruna Sawadogo, président du bureau exécutif de l'association Toxin. Monsieur Koualaga Paul Ouma, consultant en relations internationales. En face de lui, nous avons Désiré Yamego, qui est le président de la COPTAC, la Convergence des peuples, pour la promotion du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et enfin, Dr Moumouni Zongrana, qui est enseignant-chercheur à l'université professeur Joseph Kizebo, Ouaga 1. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.